me fait très plaisir d'être ici parce que, comme probablement la plupart d'entre vous, j'ai une véritable passion pour les sciences et pour la technique. Et cette passion, c'est quelque chose qui se partage. Et vous faites la partie la plus difficile du travail, qui est de la faire partager aux jeunes, aux enfants, dans les écoles primaires, dans les collèges. Et c'est sur vos épaules que repose pas simplement le fait de former les futurs scientifiques ou ingénieurs, mais aussi de former les futurs citoyens. Donc le travail que vous faites est pour moi extrêmement important. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis laissé gentiment tordre le bras par Pierre Léna et Yves Guéret pour rentrer dans le conseil scientifique de la Fondation. C'est qu'au-delà des sciences et des techniques, des ingénieurs et des scientifiques, vous allez former des citoyens dont on peut espérer qu'ils éviteront de se laisser enfumer par tous les marchands de fleurs. Donc je pense que c'est très très important ce travail-là et c'est pour ça que je suis vraiment heureux d'être là. Alors, un deuxième point que je voudrais faire avant de commencer l'exposé, la main à la pâte s'est construite autour des sciences de l'observation. L'évolution de la main à la pâte dans sa nouvelle mouture intègre les sciences mathématiques et les sciences de l'ingénieur. C'est quelque chose qui m'était particulièrement cher. En ce sens, on assiste toujours, et toujours une tendance à la caporalisation des esprits, consistant à dire qu'un physicien ne doit pas être mathématicien, qu'un mathématicien n'a pas le droit de causer alchimiste, qu'un ingénieur c'est complètement différent d'un scientifique. Je pense que il faut faire, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, il faut faire moins de murs et plus de ponts. On est dans une situation où il faut vraiment faire des ponts entre ces différentes disciplines. Alors, la science, c'est comprendre pour comprendre, l'ingénierie, c'est comprendre pour faire. Dans les deux cas, il y a le mot comprendre. Et ce qu'il y a d'important, c'est ce mot-là. Les sciences et les techniques, je tiens à dire que pour moi, elles s'enrichissent mutuellement. Alors, on sait bien que la science permet de développer des techniques. On oublie que tous les problèmes de stabilité et de perturbation en mathématiques sont partis du problème que l'air s'était posé de la stabilité des bateaux. Et que les premières applications pratiques qui ont permis de faire confiance à la théorie de Maxwell, c'était les travaux que Kelvin faisait pour le câble transatlantique. Donc toutes ces choses-là nous montrent que la séparation artificielle qu'on fait entre la science et la technique, c'est une manière de s'éviter de penser plutôt qu'une manière d'aider à penser. Alors, la bio-inspiration, c'est pour moi un exemple assez amusant. Bon, ça, pour moi, c'est un hobby, pour être tout à fait clair. J'adore ça. Parce que ça me permet de discuter avec des biologistes et j'ai le droit de poser toutes les questions bêtes auxquelles je pense, parce que c'est des questions qui sont simples en fait. Alors, une chose, la bioinspiration, on parle de biomimétisme, moi je préfère traduire ça par bioinspiration. L'inspiration n'est pas une copie. Une manière facile de voir les choses, essayez de réfléchir à ce que vous avez déjà vu une roue dans les êtres vivants. Si vous vous contentez de copier la nature. Au niveau moléculaire, oui. Au niveau moléculaire, oui, mais au niveau macroscopique, si vous vous contentez d'imiter la nature, vous n'inventerez jamais la roue. Un autre exemple, qui me semble encore plus emblématique, Léonard de Vinci, qu'on nous présente comme un grand ingénieur, à mon avis, était un grand inventeur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les inventions de Léonard de Vinci ne marchent pas. Les avions de Léonard de Vinci ne décollent pas. Et on a réussi à faire des avions le jour où on a arrêté d'imiter des oiseaux. C'est-à-dire les premiers avions, ils battaient des ailes. Et en battant des ailes, évidemment, ça ne marchait pas, ils s'écrasaient lamentablement au sol. Même quand on les faisait partir du premier étage de la tour Eiffel, ça fait chute verticale. Et c'est quand on a... Donc le biomimétisme, c'est plutôt la bioinspiration, c'est d'extraire les principes de ce qu'on voit dans la nature pour essayer de voir est-ce qu'on pourrait les adapter à des applications d'ingénieur. Donc il y a un travail de conceptualisation de l'observation. Ça me semble particulièrement intéressant pour quelqu'un comme moi qui a toujours été touriste scientifique ou promeneur, bien promené, de regarder des objets naturels avec un regard d'ingénieur, c'est ce à quoi je vais vous inviter maintenant. Alors, on va le faire en deux étapes. Béatrice a trouvé un très joli film, on va commencer par vous passer, qui est un film sur un aspect d'inspiration par les structures. Donc on va regarder ce film-là, et après, je me focaliserai non pas sur les structures, mais sur les matériaux avec lesquels on fait des structures. Les nageoires de poissons sont une source d'inspiration inépuisable pour la bionique. Petit tour d'horizon des dernières inventions dans un laboratoire berlinois. La nageoire caudale contient 2 rangées d'arêtes parallèles avec un tissu conjonctif élastique dont la particularité est de s'incurver dans la direction opposée. Les applications bioniques peuvent être très nombreuses.
Une simple structure flexible peut apporter la réponse à un grand nombre de nos problèmes. Si la bionique tente effectivement de mieux comprendre le système de propulsion des poissons grâce à leurs nageoires, elle ne se contente pas de copier. Il s'agit de transposer ces principes de façon novatrice. Ici, nous avons par exemple un dossier bionique. Son avantage est de s'adapter automatiquement au contour du dos dès qu'on s'assoit. Ce n'est pas mon dos qui s'adapte au siège, mais le siège qui répond à ma morphologie et offre un confort et un soutien optimal à ma colonne vertébrale. Ergonomiquement, c'est parfait. Ce principe a également trouvé une application domestique avec le seau à essorage pour serpillière. Le Finray Effect, inspiré des rayons articulés des nageoires, optimise la flexibilité du panier lors de l'essorage du balai. C'est une des premières applications du biomimétisme au quotidien, ou comment une nageoire de poisson a servi de modèle à un produit utile qui n'est pas lié à la locomotion. Et ce n'est qu'un début. Dans le domaine des techniques de préhension, nous concevons des branches de pince capables de s'adapter à différentes surfaces et formes, ainsi qu'à différents diamètres, tout en ayant une prise plus sûre et plus sensible. La charge est répartie uniformément. Il n'y a aucune contrainte ponctuelle. Nous pouvons saisir en toute sécurité des objets très fragiles, comme cette sphère en verre. Les robots préhenseurs seront peut-être bientôt équipés de nageoires en guise de main, comme sur ce modèle de démonstration issu du creuset de la bionique à Berlin. Ce principe pourrait s'appliquer au matériel médical ou à la cueillette des fruits, par exemple pour récolter des pêches mûres sans les écraser, ou encore au domaine de l'automatisation où on manipule des objets très fragiles. Le robot adapte lui-même la force de préhension nécessaire sans avoir recours à l'électronique. Son atout est la simplicité. Une structure du monde vivant, la nageoire de poisson, est ici détournée de son usage premier dans l'intérêt général. Ces transferts technologiques sont au cœur de la nouvelle philosophie du biomimétisme. Les gens qui font de la robotique se sont évertués pendant des décennies à essayer de développer des capteurs archi précis pour résoudre un problème qui consiste à prendre un œuf. C'est compliqué de prendre un œuf. Vous ne vous en rendez pas compte, mais quand vous prenez un œuf, vous appuyez juste ce qu'il faut pour ne pas casser l'œuf, mais suffisamment pour pouvoir le tenir. Et les capteurs, c'était un vrai cauchemar de développer ça. Et donc vous avez une manière très astucieuse d'extraire de la nageoire du poisson sa souplesse, son adaptation aux forces, et de dire, après tout, on ne va pas demander à un poisson de prendre un œuf. Et là, vous avez un dispositif qui vous permet de remplacer la solution standard qui aurait été de mettre un capteur. Je trouve ça très joli. Bon. Maintenant, je vais vous parler voilà. Je vais vous parler de matériaux bioarchitecturaux, de matériaux qu'on peut développer à partir de l'observation des matériaux naturels. Je voulais commencer par vous faire une promenade dans le temps. Une promenade dans le temps entre les matériaux naturels et les matériaux artificiels. Alors, vous allez voir, ça ne va pas du tout avec les mêmes échelles de temps. L'échelle de temps naturelle se compte en millions d'années, l'échelle de temps artificielle se compte en siècles. Il n'empêche que c'est intéressant de voir comment on a rempli l'espace des matériaux au fur et à mesure. Ensuite, j'essaierai de vous faire un parallèle entre la nature et l'ingénieur. Alors, essayez de voir quelles sont les conditions limites. Je n'ai jamais vu résoudre un problème d'ingénieur sans parler des conditions initiales et des conditions limites. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui fait que la nature a un certain nombre de possibilités pour développer des matériaux. J'essaierai de vous parler des stratégies qu'utilise la nature pour faire des matériaux performants et notamment pour résoudre des contradictions intrinsèques qu'on trouve dans la matière massive. Et puis je terminerai avec l'aspiration et pas d'imitation par quelques exemples. Donc on va voir plus où je peux aller dans ce plan. Alors, une promenade dans les matériaux au travers des siècles, c'est un exemple, c'est un diagramme que j'aime bien, qui est dû à Michael Ashby, qui vous montre d'une part que les matériaux naturels ont été utilisés dès le départ. Vous avez ici les proportions relatives des différentes classes de matériaux. Donc les classes de matériaux, c'est les métaux, les céramiques, les polymères, et puis les composites, qui sont des mélanges de ces choses-là. Alors si
vous regardez la répartition relative de ces matériaux, quand vous êtes au moment de l'homme préhistorique ou quand vous arrivez en 2020, vous avez à peu près la même répartition. Donc ça, c'est amusant de penser qu'on est en train de revenir à des répartitions relatives qui ne sont pas si différentes. Alors déjà, à l'époque de l'homme préhistorique, le silex, c'est-à-dire les céramiques, était un matériau d'avenir. Ça fait à peu près 10 000 ans que les silex sont un matériau d'avenir, et elles resteront probablement, les céramiques sont des matériaux d'avenir, elles resteront probablement longtemps. Une chose qui est importante, c'est que les matériaux naturels ont toujours été des matériaux pour l'ingénierie. Le bois est un matériau qui a été utilisé tout au cours des siècles et qui est encore beaucoup utilisé sous ses formes reconstituées. Et ce dont je vais vous parler, ce n'est pas tant de l'utilisation des matériaux naturels par l'ingénieur que de l'observation des matériaux naturels pour développer des nouveaux matériaux par l'ingénieur. Alors, regardons le voyage au travers du temps. Maintenant, en termes de matériaux utilisés par l'être humain, par l'ingénieur. Vous voyez, à l'époque préhistorique, vous avez essentiellement des matériaux naturels, vous avez des cailloux, qui s'appellent pompeusement céramiques, et puis vous avez des métaux complètement inutiles, comme l'or, qui ont l'avantage de se trouver sous le pas d'un cheval. Donc c'est les matériaux qu'on rencontre. Puis au fur et à mesure que l'être humain évolue, eh bien, il développe des moyens, dans des fours, qui lui permettent de développer d'autres matériaux. Si vous regardez à l'époque de Jules César, vous avez toujours des matériaux naturels, vous avez beaucoup plus de métaux, et puis vous avez développé des céramiques artificielles, des briques, des poteries, etc. Vous continuez jusqu'en 1945, qu'est-ce qui est apparu entre Jules César et 1945? Le Moyen-Âge est un ennui mortel pour ce qui est de l'apparition des nouveaux matériaux. Entre Jules César et 1945, essentiellement, vous faites apparaître tous les matériaux qui sont issus de la révolution pétrolière. Donc tous les polymères artificiels. Maintenant, ça va vous faire peur, voilà où on en est. Aujourd'hui, vous avez toujours les matériaux naturels, toujours les polymères et les élastomères qui se sont considérablement développés. Vous avez tous ces matériaux-là, vous avez les céramiques techniques, là. Et puis vous avez, c'est le premier clin d'œil du berger à la bergère, c'est des matériaux mousse. C'est de faire des mousses de polymères, des mousses de métaux, des mousses de céramique. Et en fait, c'est déjà un premier clin d'œil en ce sens que quand l'être humain voulait concevoir pour des applications structurelles, c'est-à-dire transférer des forces, généralement, il concevait en utilisant des matériaux massifs. Quand la nature veut fabriquer des structures, elle utilise généralement des matériaux poreux. Le bois, c'est un matériau cellulaire, un matériau poreux. Et en fait, depuis à peu près une cinquantaine d'années, l'être humain développe des matériaux poreux. Vous êtes assis sur un matériau poreux, vous êtes assis sur des mousses. Ces mousses, vous sentez bien qu'elles sont conçues en fonction de leur densité, de façon à être suffisamment confortables. Si vous prenez un casque de moto, par exemple, vous avez une mousse qui est dense et rigide, qui sert à absorber les chocs, suivi d'une mousse qui est souple, avec exactement le même polymère, mais juste pas la même densité de mousse, une mousse qui est souple, qui assure le confort. Donc, premier clin d'œil, de passer vers des matériaux alvéolaires plutôt que de matériaux massifs. Alors, continuons. Maintenant, on est dans une situation où l'ingénieur est confronté à ce qu'on appelle un hyperchoix des matériaux. Suivant la manière dont vous les comptez, il y a 50 000 à 100 000 matériaux différents. Et l'astuce, c'est d'essayer de se retrouver là-dedans, d'essayer de trouver le matériau le plus performant. Pour une application donnée. Une caractéristique de la situation des matériaux pour l'ingénieur, c'est que l'ingénieur a accès essentiellement à toute la table de Mendeleïev. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait le cas de la nature. Alors, non seulement l'ingénieur a accès à toute la table de Mendeleïev, mais comme ça ne lui suffisait pas, il a même fabriqué d'autres éléments après l'uranium dans la table de Mendeleïev. Bon. Avec le plutonium, on en fait un usage qu'on aimerait ne pas voir trop développé. Alors maintenant, faisons la promenade du côté des matériaux naturels. Alors ça commence il y a très longtemps, 3,5 milliards d'années. Vous avez les membranes cellulaires. Donc là, les propriétés, c'est le module d'élasticité, qui donne la rigidité de la bestiole, et puis la densité. Alors vous avez constaté qu'au contraire, les matériaux de l'ingénieur qui s'échelonnent sur 4 ordres de grandeur en termes de densité, la plupart des matériaux naturels se trouvent au voisinage de la densité de l'eau. Pas tout à fait un hasard, c'est dans l'eau que naît la vie. Alors, pour continuer, alors là, on arrive à une vitesse vertigineuse vers chez nous, 1 milliard d'années. Vous voyez apparaître, à l'autre extrême des modules d'élasticité, vous voyez apparaître des céramiques naturelles. Donc la calcite, de l'aragonite et le corail. Donc vous voyez, on est loin. Entre ces deux-là, vous avez des trucs qui sont très rigides. Les densités sont toujours dans le même ordre de grandeur. On continue. Donc vous voyez arriver des arthropodes. C'est des bestioles
J'ai jamais su exactement ce que c'était, mais c'est des trucs avec plein de pattes, les arthropodes, et puis c'est pas beau du tout. Mais alors, c'est des animaux qui, malgré leur côté tout sympathique, sont extraordinairement innovants en termes de matière. Donc en termes de matériaux, vous voyez apparaître tout un ensemble de pièces qui sont de matériaux qui sont utilisés pour les carapaces. On fait des carapaces avec ces matériaux-là, plus en composite des matériaux céramiques qui sont à l'intérieur. Vous voyez apparaître les premiers élastomères. Là. Vous avez vu que j'étais né dans Michelinville. Alors on voit apparaître les premiers élastomères. Ben moi aussi. Il y a 570 millions d'années. Alors ça, c'était les arthropodes. On continue. Il y a 500 millions d'années, on voit apparaître les poissons. Alors les poissons sont extraordinairement innovants en termes de matériaux. Et c'est les premiers qui commencent à faire des matériaux cellulaires. Et là, ça peut se comprendre parce qu'un poisson, ça monte et ça descend. Donc d'une certaine manière, il faut qu'il se débrouille pour avoir des densités variables, pouvoir se promener dans l'eau. Alors, vous voyez apparaître la peau. Vous voyez apparaître la peau, qui est un élastomère particulièrement efficace. Alors on continue dans l'évolution des matériaux, les plantes. Alors les plantes ont beaucoup appris des poissons, manifestement. Donc elles ont développé énormément de matériaux cellulaires. Et si on continue dans la variété, on voit apparaître les insectes. Alors les insectes ont simplement étendu ce domaine-là. C'est-à-dire ils se sont essentiellement renforcés du côté des carapaces. Et vous voyez apparaître des reptiles. Alors les reptiles ont beaucoup étendu le domaine des peaux, des élastomères, et notamment ils ont réussi à en faire des matériaux qui incluent de la matière minérale dans une matière organique. Et là la raison est assez simple, il faut que ce matériau résiste au frottement et à l'usure. Donc c'est évidemment un serpent qui perdrait sa peau en glissant contre le sol, ça marcherait beaucoup moins bien. Alors, les mammifères, alors je suis désolé de vous dire, mais les mammifères sont d'un conservatisme en termes de matériaux. Rien. On fait la multiplication sur place. Les plantes à fleurs ont développé des choses, un matériau qui est tout à fait extraordinaire quand vous y songez, c'est la peau de tomate. Quand vous regardez l'épaisseur de la peau de tomate et la constance avec laquelle ça résiste à la pénétration d'un couteau, c'est assez extraordinaire. Et vous pouvez regarder la peau d'oignon aussi, c'est quelque chose d'assez marrant. Et la peau d'oignon, quand on regarde une peau d'oignon au microscope électronique à balayage, vous voyez qu'elle a une quantité impressionnante de silice qui assure la rigidité de la peau et sa résistance à l'usure. Donc une pelure d'oignon, c'est très très mince et ça protège remarquablement bien l'oignon. Je viens de faire l'éloge de l'oignon. Donc, vous voyez, on vient de faire une promenade dans les matériaux naturels. Alors maintenant, on va faire un parallèle. Je suis comparatiste de nature. Moi, j'ai bien comparé les choses. On va faire un parallèle entre la nature et l'ingénieur. Alors, une chose qui est importante, c'est que la nature doit utiliser des procédés à basse température. Quand vous êtes au-dessus de 42 degrés, vous savez que d'abord, vous ne passez pas longtemps au-dessus de 42 degrés. Votre albumine se coagule, enfin, c'est désagréable. Donc la nature, essentiellement, développe ces matériaux à basse température. Ça veut dire qu'on est nécessairement, dans le domaine naturel, limité à de l'ingénierie des polymères. Les polymères, par leur liaison chimique, sont condamnés à fonctionner à basse température. Et on est limité à la chimie des solutions ioniques. C'est-à-dire que vous mettez du sel dans l'eau, ça se dissout. Et vous pouvez donc, en dissolvant des solides ioniques, pouvoir mettre la matière minérale au bon endroit. Alors si vous regardez l'ingénieur au contraire fait des procédés d'élaboration de matériaux qui sont dans toute une gamme de températures, depuis la température ambiante jusqu'à des températures de plusieurs milliers de degrés. Et d'ailleurs, on pourrait faire de la même manière qu'on a fait une évolution des matériaux utilisés par l'ingénieur, on pourrait faire de la même manière une évolution des températures des fours qu'utilise l'ingénieur. C'est très révélateur. C'est très révélateur de l'ingénierie, de la quantité d'énergie qu'on peut utiliser pour fondre un matériau. Donc, si on regarde les conséquences de ça, en fait, dans les matériaux naturels, vous avez finalement très peu d'éléments chimiques. Vous avez du carbone, vous avez le fameux champ, carbone, oxygène, hydrogène, azote, puis vous avez du calcium, du phosphore, vous avez quelques métaux alcalins, c'est-à-dire ceux avec lesquels on peut faire des solides ioniques, et puis vous avez un peu de fer de temps en temps, mais juste à titre anecdotique, pour faire des hémoglobines, pour faire des choses comme ça. Mais en termes de matériaux de structure, vous avez relativement peu d'éléments chimiques, alors que dans le panier de l'ingénieur, vous avez énormément d'éléments chimiques différents. Alors, un autre aspect, c'est que les matériaux naturels croissent, poussent. Donc ça va vous conduire
à regarder des structures qui poussent. Comment est-ce qu'on peut pousser une structure progressivement? Naturellement, vous faites ça avec des fils ou avec des blocs élémentaires qui s'auto-assemblent. C'est pour ça que les matériaux naturels sont essentiellement des structures fibreuses. La plupart du temps, on va voir un certain nombre de cas, des structures fibreuses ou des structures auto-assemblées avec des blocs élémentaires qui, d'une certaine manière, ont en eux-mêmes les règles qui leur permettent de s'assembler avec un autre bloc. C'est des espèces de puzzles, et c'est des puzzles qui sont à l'échelle nanométrique. Si vous regardez la manière dont l'ingénieur fabrique ces matériaux, la plupart du temps, c'est beaucoup plus brutal. Il part d'une phase mal condensée, le gaz, le liquide. Il l'amène à un état de phase condensée, le solide, et pour lui donner la forme qu'il veut lui donner, il met ça dans un moule, ou bien il retire la matière, il l'usine, de façon à obtenir la forme voulue. Donc vous êtes dans une situation où d'un côté vous faites pousser, et de l'autre côté vous déposez, vous enlevez. Alors, une autre différence entre la nature et l'ingénieur, commençons par l'ingénieur, vous avez ici la fameuse Ford T, dont tout le monde pouvait choisir la couleur à condition qu'elle soit noire. Toutes ces voitures sont parfaitement identiques, c'est-à-dire on suit un plan. La nature ne suit pas un plan, elle suit un code. Donc ça veut dire qu'il y a le même code génétique pour chacun de ces tournesols, mais aucun de ces tournesols est identique à la fleur de tournesol du voisin. Bon, vous imaginez un peu le bazar s'il y avait la même chose pour les voitures. Alors, quelles sont les stratégies qu'utilise la nature pour faire du design des matériaux de structure? Alors, je vais d'abord vous donner un exemple d'une structure particulièrement bien pensée. Alors, un animal dont l'intelligence ne saute pas immédiatement aux yeux, l'araignée, fait des toiles d'araignée avec un seul polymère, c'est la soie de la toile d'araignée. Et je voudrais vous montrer une situation qui ressemble étrangement à un raisonnement qu'aurait pu faire un ingénieur. La toile d'araignée doit être attachée entre deux branches d'arbres. Vous avez une première fonction qui est de bien tenir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle casse la toile d'araignée. Une deuxième fonction qui est d'absorber l'énergie du moucheron qui va se prendre dans l'araignée pour qu'après elle puisse aller le gentiment. Alors, il se trouve que ça, c'est contradictoire. C'est-à-dire quand vous voulez quelque chose qui est très rigide, généralement, ça n'absorbe pas beaucoup d'énergie. Quand vous avez quelque chose qui absorbe beaucoup d'énergie, ça veut dire que ça se déforme énormément. En général, c'est vous. Donc comment est-ce qu'on résout la contradiction? Eh bien, l'araignée fait une toile d'araignée en deux étapes. Vous avez la toile rouge qui est formée d'un polymère qui est très rigide, et vous avez la toile bleue qui est formée d'un polymère qui est très souple. Dans les deux cas, c'est la soie de l'araignée. Ce qui s'est simplement passé, c'est que le degré de cristallinité du polymère, le fait que les chaînes soient plus ou moins bien arrangées, a changé. Dans la soie rouge, eh bien, c'est un matériau qui est très fortement cristallin, et là vous avez sa courbe contrainte de déformation, c'est-à-dire la force qu'il faut appliquer pour le déformer. Vous voyez, c'est très rigide. On le déforme, on met une force importante pour le déformer peu. Et en bleu, vous avez quelque chose qui est très souple, donc qui va se déformer énormément. C'est ça qui permet d'avoir une toile d'araignée qui répond à ces aspects contradictoires, d'être à la fois suffisamment rigide pour bien tenir et suffisamment souple pour absorber l'énergie. Alors, la toile d'araignée sort sa soie comme ça, suivant ce qu'elle doit faire. Alors, c'est des expériences qui étaient assez amusantes parce qu'ils ont fait ça à Grenoble, au rayonnement synchrotron, on était une araignée, ils l'avaient attrapée par les pattes, puis ils envoyaient un faisceau de rayons X sur le fil de l'araignée qu'elle était en train de produire. Et en envoyant un faisceau de rayons X là-dedans, vous pouvez savoir exactement quel est le degré de cristallinité de la toile d'araignée qui est en train de se faire. C'est comme ça qu'on a pu voir que l'araignée faisait deux cristallinités. De temps en temps, elle poussait un peu, elle était une autre araignée, enfin bon, la manip était assez jolie. Donc maintenant, on peut penser à jouer sur des structures. C'est un peu l'exemple qu'on vous a montré tout à l'heure. Là, vous avez ici une aile de vautour, pour un animal sympathique. Et la structure de l'aile de vautour, ici, c'est une structure qui est formée de deux plaques avec une structure un réseau à l'intérieur. Et ces structures-là sont exactement des structures qu'on utilise pour faire des structures sandwich qui sont légères et portantes. Donc on utilise ce genre de choses dans des applications dans l'aviation. Alors, en général, les stratégies de l'ingénieur et les solutions obtenues par la nature sont assez distinctes. On va essayer de voir, si on revient à notre diagramme parallèle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans la nature, un premier aspect, c'est que les matériaux sont hiérarchisés. C'est-à-dire vous avez toutes les échelles d'organisation de la matière, depuis le Langström, depuis la très petite échelle, la distance entre atomes, jusqu'à l'échelle macroscopique. Je vais vous donner quelques exemples qui sont issus du bois, des os,
des tendons de poulet, vous allez voir que la structure des matériaux naturels est par nature une structure extrêmement hiérarchique. Alors que la structure des matériaux de l'ingénieur sont essentiellement une échelle microscopique et une échelle macroscopique. Un autre aspect, c'est que l'ingénieur, quand il conçoit une structure, quelque chose qui va transférer une force, ce qu'il essaye de faire, c'est de la dimensionner convenablement pour pouvoir résister aux charges et aux surcharges. La nature va essayer d'adapter la forme aux évolutions douces des sollicitations. Ça veut dire que, par exemple, si vous imaginez la nature en train de faire un pont, elle ferait pousser un pont qui, à chaque moment où il pousse, est en équilibre avec le fleuve dans lequel il est en train de pousser. L'ingénieur, il fait ça de manière beaucoup plus brutale, il coule une pile, en mettant tout ce qu'il faut pour protéger la pile, et puis après, il construit le pont comme ça. Alors, un autre aspect qui est important, c'est que, essentiellement, ce qu'on essaye de faire dans les sciences de l'ingénieur, c'est de dimensionner les choses de façon à ne pas excéder en cours de fonctionnement la capacité portante de la structure. La nature réussit à faire quelque chose d'assez astucieux, qui est d'avoir des matériaux qui sont auto-guérissants. Des matériaux qui guérissent le dommage au fur et à mesure qu'ils se produisent. Alors, vous sentez un peu pourquoi, en tant qu'ingénieur et spécialiste de sciences des matériaux, je me suis intéressé aux matériaux naturels. Parce que vraiment une demi-idée, même un petit peu plus. On se dit, la nature utilise peu de briques constitutives et joue sur l'architecture, une incroyable variété d'architecture, pour pouvoir avoir des propriétés très variées. L'ingénieur joue sur beaucoup de briques constitutives pour avoir des propriétés très variées, mais à relativement peu de niveaux d'architecture. Si on arrive, dans le domaine des sciences de l'ingénieur, à donner la variété des niveaux d'architecture qu'on trouve dans la nature, avec la variété des briques élémentaires qui sont disponibles à l'ingénieur, vous imaginez la boîte de Pandore qu'on a ouverte, on a une infinité de nouveaux matériaux à développer. D'où l'idée du biomimétisme structural, c'est de se dire non pas je vais essayer de trouver le meilleur matériau pour faire un arbre, parce qu'il y a quand même de bonnes chances que ça soit le bois, mais de se dire le bois est un matériau qui est extrêmement tolérant au dommage, par exemple, c'est un matériau qui est auto-adaptatif. Est-ce que je peux utiliser ce que je connais du bois pour fabriquer un matériau de l'ingénieur qui serait tolérant au dommage et auto-adaptatif? Alors on est loin de pouvoir le faire de manière systématique, et c'est un domaine qui est en train de se développer, et justement dans cet esprit-là, de s'inspirer des concepts de ce qu'on voit dans la nature pour essayer de fabriquer des matériaux nouveaux. Alors, quels sont ces concepts qu'on trouve dans la nature? J'ai déjà parlé de la structure hiérarchique. Une deuxième chose qui est importante, c'est la nature est formée, les matériaux naturels sont formés de matière organique et de matière minérale. La matière minérale, c'est essentiellement une matière qui est fragile. Et ce qui se passe, c'est, vous pouvez le voir avec un carreau de vitre, par exemple, un carreau de vitre, quand c'est une grande vitre, est beaucoup plus fragile qu'une petite vitre. Vous pouvez le comprendre assez facilement, c'est que quand on a un matériau fragile, ce qui importe, c'est est-ce que j'ai un défaut à partir duquel la rupture va se produire. Plus on a une grande quantité de matière, plus il y a de chances d'avoir un défaut dedans. Donc si vous voulez qu'un matériau fragile ne soit pas fragile, eh bien il faut prendre une quantité de matière la plus petite possible. Donc l'astuce de la nature pour concevoir avec des matériaux fragiles, c'est de diminuer la taille des matériaux, de la partie fragile aussi petite que possible. C'est-à-dire on va utiliser la matière minérale, qui est intrinsèquement fragile, on va l'utiliser à une échelle nanoscopique. Alors, un troisième point qui est important dans les matériaux naturels, c'est la capacité de faire de la croissance adaptative et de redistribuer la matière à l'endroit où on en a besoin. Je vous montrerai deux cas, le cas de l'os et le cas de l'arbre, où on a des dispositifs naturels qui sont assez extraordinaires pour pas bêtement faire un os en mettant de la matière partout, mais mettre la matière de l'os juste à l'endroit où on en a besoin pour que la personne qui marche ne s'effondre pas. Et puis le dernier, c'est les points, les processus de guérison. Alors l'architecture naturelle. L'architecture hiérarchique, regardons encore un de ces animaux remarquablement intelligents que j'aime particulièrement. Alors ça, c'est un tendon de dindon. Alors la structure d'un tendon de dindon, c'est des fibres de fibres de fibres de fibres de fibres. Et là, vous comprenez bien pourquoi ça marche bien. C'est que quand vous avez un seul fil, vous tirez dessus, ça devient tout de suite raide. Si maintenant vous mettez plusieurs fils corsadés, quand vous tirez dessus, ça commence par être souple et ça devient raide. En fait, vous avez déjà vu ça quelque part en tant qu'ingénieur. C'est le câble. Là, il y a un tendon de dindon, c'est un câble. Et c'est un câble qui a toute une série d'hiérarchies de câbles entre le nanomètre et l'équivalent de 500 microns.
Alors, ça c'est quelque chose qui est générique de tous les matériaux naturels. Tous les matériaux naturels vont avoir une structure hiérarchisée comme ça. Regardez le bois, prenez l'os. Prenez une vertèbre, vous regardez, donc dans la vertèbre, vous avez l'os cortical et l'os trabéculaire. L'os trabéculaire, c'est l'os qui est au milieu. Vous avez donc une structure cellulaire. Alors, il y a de la viande à l'intérieur. La matière minérale qui soutient, c'est la partie noire. Quand vous regardez un peu plus près, vous avez ce qu'on appelle du trabécule. Quand vous regardez ces parois-là, un peu plus près, vous avez une structure lamellaire. Quand vous descendez à l'échelle de l'angstrom, vous avez une alternance de collagène, de fibres de collagène, et de cristaux minéraux d'hydroxyapatite. Une chose qui est très amusante, c'est que l'hydroxyapatite a une propriété qui est d'être piezoélectrique. C'est-à-dire quand vous appliquez une contrainte là-dessus, ce machin-là, ça développe un champ électrique. Ça tombe bien, parce que les cellules, fondamentalement, il n'y a qu'une chose qu'elles sentent, c'est soit des gradients d'ions, soit des gradients d'électrons. Si vous avez un matériau qui est piézoélectrique, vous avez un moyen pour que l'hydroxyapatite cause aux cellules de l'os. Alors on y reviendra, parce que c'est une manière qu'à l'autre d'avoir une structure auto-adaptée. Alors si on regarde le bois, vous avez encore une structure cellulaire, ça c'est un bête morceau de sapin. Vous regardez l'intérieur du sapin, vous avez ces cellules, et de long de ces cellules, vous avez un enroulement filamentaire monocristallin de cellulose avec un corps qui est de la lignite. C'est pas du tout un hasard, suivant le bois qu'on regarde, suivant l'endroit où on regarde, l'angle de l'enroulement est différent. C'est-à-dire cet angle-là est différent. Suivant qu'on veut avoir un bois qui est très raide ou un bois qui est très souple, on va avoir un enroulement filamentaire qui va être différent. Alors, ça c'était la première loi fondamentale du comportement de la structure des matériaux naturels, c'est qu'ils ont une structure hiérarchique. La deuxième loi, c'est les matériaux minéraux sont à très petite taille. Alors, le cas emblématique de ça, c'est l'huître, la nacre de l'huître. Alors, on s'approche de Noël, et sûrement, je ne vous le souhaite pas, enfin, régulièrement, il y a des gens qui s'estropient en ouvrant des huîtres, et ils font l'expérience de quelque chose qu'un ingénieur ne sait jamais faire, c'est de faire un matériau qui est à la fois extrêmement dur et extrêmement tenace. C'est-à-dire que c'est un matériau qui résiste bien à la force qu'on lui applique, et qui résiste aussi très bien à la présence d'un défaut. Alors, si vous prenez le verre, c'est très dur, mais si vous faites une rayure sur le verre, il se casse. Prenez une huître, c'est très dur, parce que si vous faites une rayure sur l'huître, elle ne se casse pas. C'est bien dommage, parce que c'est très très pratique. Bon. Toujours est-il que la structure de la nappe, c'est un empilement de briques qui sont à l'échelle micrométrique, comme ça, qui sont des briques d'un phosphate de calcium, d'un carbonate de calcium, pardon, et puis qui est, entre ces briques, vous avez des polymères, vous avez des protéines. En fait, la raison pour laquelle ce truc-là résiste bien à la propagation des fissures, c'est que j'imagine une fissure. Si elle tombait sur la calcine tout de suite, évidemment, ça baisserait tout ça. Maintenant, la fissure, elle est en train de se propager dans un endroit où elle passe alternativement dans une matière dure, une matière molle, une matière dure, une matière molle. Donc, chaque fois qu'elle est dans la matière molle, elle dissipe de l'énergie, donc du coup, elle a un flou, elle se propage. Alors, évidemment, ça pose deux questions pour l'ingénieur, parce qu'il aimerait bien faire un truc comme ça. La première chose, c'est que la phase du carbonate qui apparaît là n'est pas la phase stable. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la nature a été capable d'incorporer à l'intérieur de la matière minérale des protéines. C'est-à-dire, et ça, on ne sait absolument pas d'un point de vue fondamental comment elle fait ça. La deuxième chose, ça c'était la première chose, qui a été la deuxième chose. Bien. Ah oui, ici, la deuxième chose, alors là, c'est pas un cadeau pour l'ingénieur, c'est que vous avez une céramique. Alors, les céramiques, généralement, c'est élaboré à très haute température, avec un polymère qui est élaboré à basse température. Comment diable vous avez vous débrouiller pour faire une petite couche céramique polymère? Donc ça, c'est des astuces de charbonnier pour essayer de développer ce genre de méthode. Alors, pourquoi ça réussit à être aussi efficace, les matériaux naturels? Prenons l'os. Alors l'os, c'est un mélange d'un élastomère naturel, qui est du collagène, et d'un minéral, qui est l'hydroxyapatite. N'importe quel ingénieur qui ferait un composite entre l'os et le collagène, vous avez ici la ténacité, donc la capacité à résister à la propagation des fissures, ici vous avez le module, vous trouveriez avec quelque chose qui est quelque part par là. Et l'os, il est par là. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, on s'est débrouillé pour faire mieux qu'on aurait fait par un simple mélange. Et la manière qu'on a de faire mieux pour faire un simple mélange, c'est encore une fois dans l'architecture. Ce que vous êtes en train de faire, c'est d'avoir une succession de plaquettes
qui sont des plaquettes de matière minérale. Ces plaquettes de matière minérale sont suffisamment petites pour ne pas pouvoir casser. Elles sont frécassées les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire vous avez une petite plaquette. Et là, ce que vous avez ici, c'est la matière organique qui est sollicitée essentiellement en cisaillement. Et en fait, quand vous faites ça, vous arrivez à avoir un module d'élasticité, c'est-à-dire la résistance élastique du matériau que vous êtes en train de solliciter, qui n'est pas simplement la résistance du polymère, qui serait trop faible, c'est la résistance du polymère qui est amplifiée d'un rapport, qui est le facteur d'aspect des particules. Il est amplifié de ce rapport-là avec un terme qui est la grande longueur sur la petite longueur au carré. Donc ça veut dire que vous arrivez, quand vous regardez la dentine par exemple, vous arrivez à facteur 100 au carré, c'est-à-dire que vous avez facteur 10 000 du matériau polymère. Donc ça c'est l'astuce de la nature pour pouvoir, en faisant un mélange entre un mou et un dur, de faire quelque chose qui est quand même très rigide. Alors, ça je vous ai déjà raconté. Alors il y a quand même des cas où c'est merveilleux. Je vais vous en parler parce qu'il est vraiment superbe. Ça c'est juste, c'est l'interlude, c'est une jolie photo. C'est un cas de figure qui est assez merveilleux. C'est une bestiole. Ça s'appelle la cage d'amour. C'est un truc qu'on donne aux mariés, aux jeunes mariés au Japon. Parce que c'est un truc, ça vit en symbiose avec deux crevettes qui sont évidemment enfermées là-dedans, elles ne peuvent pas sortir. Et elles vivent en symbiose avec la bestiole. La bestiole en question protège les crevettes des agresseurs, et les crevettes nourrissent la bestiole des déjections de plancton qu'elles viennent de digérer. Alors bon, ça c'est une belle histoire d'amour, bien sûr. Maintenant, ce qu'il y a de rigolo, c'est la manière dont c'est conçu, ce truc-là, parce que c'est aussi utilisé pour que les crevettes en question, elles ont le bon goût des fluorescents, et donc quand elles veulent attirer l'autre crevette, la mini-crevette mâle attire la mini-crevette femelle, eh bien il faut amplifier parce qu'évidemment si la crevette est trop grosse, elle ne peut plus rentrer dedans, donc elle est finie. Donc c'est uniquement quand elles sont petites qu'elles peuvent rentrer. Et bien pour amplifier l'attirance, il se trouve que cette structure en verre est remarquablement à des propriétés optiques tout à fait remarquables. C'est un verre de silice très pur et qui permet d'amplifier la structure. Alors c'est très joli. Quand vous regardez la structure, vous avez une structure qui est une belle structure carrée avec du câble en travers. Il y a un immeuble à Londres qui est exactement basé sur cette structure-là pour rigidifier l'ensemble. Alors ce que je voudrais vous montrer maintenant, ce n'est pas la structure, c'est le matériau lui-même. Le matériau, c'est du verre de très haute pureté et qui est sous forme lamellaire. Et entre chaque lamelle de verre, vous voyez les échelles, c'est de l'ordre du micron, entre chaque lamelle de verre, vous avez un polymère qui permet d'assurer une très grande déformabilité du verre. C'est-à-dire vous avez à la fois l'avantage d'un verre très pur et qui serait intrinsèquement fragile, mais vous l'empêchez d'être fragile grâce à cette structure multifragmentaire. Alors vous voyez, c'est des photos absolument magnifiques. Si vous regardez après les propriétés de ce truc-là, vous voyez un verre de silice massif. Ça c'est la courbe en flexion, vous mettez en flexion en fonction de la déformation. Vous voyez le truc bleu, ça casse assez vite. Là le truc rouge qui a un petit bout de ces trucs-là, vous voyez que vous pouvez l'amener à une déformation qui est un facteur 3 au-dessus de la déformation avec un verre artificiel. Croissance adaptative. Là, on va regarder le bois. Alors, la croissance adaptative du bois, donc voilà cette image qu'on avait eue tout à l'heure. Là, ce que je voudrais essayer de vous expliquer, c'est à quoi sert cette inclinaison des fibres de cellulose. Alors, on peut l'observer, cette inclinaison des fibres de cellulose, c'est un cristal. Donc, on peut l'observer par rayon X. Donc, encore une fois, on peut prendre une branche, arriver à un rayonnement synchrotron, puis regarder à chaque endroit de la branche quelle est l'orientation des fibres. Et là, vous avez quelque chose qui est tout à fait amusant, c'est que si vous prenez chacune de ces cellules, donc ça, c'est des micro-éprouvettes de chaque cellule de bois, et vous leur tirez dessus. Si vous avez un angle des fibres de cellulose qui est très petit, vous êtes en train de tirer le long des fibres de cellulose. Donc, vous avez quelque chose qui va peu se déformer, qui va être très rigide. Par contre, si l'angle des fibres de cellulose est très grand, vous allez tirer perpendiculairement aux fibres de cellulose. Donc vous allez solliciter la limite entre les fibres de cellulose qui est molle. Donc vous allez avoir quelque chose qui va se déformer beaucoup, mais en étant peu rigide. Alors maintenant, mettez-vous à la place d'un arbre qui est en train de pousser, un jeune sapin qui est en train de pousser en montagne où il y a de la neige. Et là, au début où il commence à pousser, il est impératif qu'il soit capable d'être souple pour pouvoir faire tomber la neige qui tombe sur les branches. Et au fur et à mesure qu'il pousse, c'est de moins en moins nécessaire d'être souple. Par contre, c'est de plus en plus nécessaire d'être très rigide, parce que ce malheureux arbre, il va falloir qu'il monte au-dessus de ses copains
pour pouvoir pour pouvoir avoir le plus de lumière possible. Donc il faut qu'il puisse résister au flambement sous son propre poids. Donc entre un arbre jeune et un arbre ancien, vous allez avoir la nécessité d'avoir soit un bois souple, soit un bois rigide. Et là, vous avez un mécanisme pour faire ça. Il suffit de faire évoluer l'enroulement filamentaire de la cellulose. Et effectivement, quand vous faites l'expérience, vous amenez une branche. Alors ça, c'était des bûcherons autrichiens qui ont débarqué à Grenoble pour faire cette expérience. Là, ce que vous avez, c'est les angles des fibres de cellulose à différents endroits d'une branche d'arbre. Donc là, c'est la branche d'arbre aujourd'hui. Un arbre porte toute son histoire. Donc si vous regardez il y a 5 ans, il était plus jeune, il avait envie d'être plus souple, et on se retrouve avec des angles cellulosiques qui sont plus élevés. Donc au tout début, l'arbre était très souple, donc on avait essentiellement des angles forts, et puis au fur et à mesure qu'il vieillit, eh bien, il est en train de développer une zone qui est beaucoup plus rigide pour pouvoir le maintenir par au-dessus. Donc vous voyez, là on a une croissance adaptative du bois. Une chose qui est caractéristique, c'est que dans un arbre, il n'y a qu'une partie infime de l'arbre qui est vivante. C'est la partie de l'arbre qui est en train de croître. Alors je vous montre une autre astuce pour un autre cas de figure, qui est un matériau de structure, qui est l'os. Parce que l'os, il est toujours entièrement vivant, sauf quand vous êtes mort. Donc quand vous êtes vivant, ben, l'os est vivant. Donc, alors, regardons l'os trabéculaire. On fait un zoom dans un os trabéculaire, donc l'espèce de mousse de mélange de collagène et d'hydroxyapatite qui est à l'intérieur d'une vertèbre. Alors, c'est comme ça que c'est fait. Alors, ce que je veux simplement vous montrer, c'est que depuis très longtemps, on a compris, et ça c'était à l'époque où les gens ne faisaient pas de calcul, ils faisaient tout à la main, ils ne faisaient pas de simulation numérique par élément fini, ce qu'on appelle la loi de Wolff. Alors, la loi de Wolff, c'est qu'en fait, la matière minérale dans une tête de fémur suit les lignes de force de la tête de fémur. C'est-à-dire, en gros, l'os distribue la matière pas n'importe comment, l'os distribue la matière où il en a besoin. Alors ça, c'est assez astucieux, parce qu'il n'en a pas forcément besoin de la même manière quand il est tout petit, quand il est grand, quand il est jeune, quand il est vieux. Donc ça veut dire que l'os, ça va être une usine à redistribution de matière minérale. Et donc il va falloir avoir un moyen de savoir où le redistribuer. Je vous ai déjà dit quel était le moyen de savoir où le redistribuer. C'est que l'hydroxyapatite étant piézoélectrique, aux endroits où on est contraint, on a un signal électrique qui va dire aux cellules où est-ce qu'il faut déposer de la matière minérale. Alors ça a des tas de conséquences pratiques, ce truc-là. C'est quand vous... Donc l'évolution de l'os, c'est une combinaison. Alors il y a 3 bestioles. Il y a les attention, il n'y a jamais les ostéocytes, les ostéoclastes et les ostéoblastes. Alors les ostéoclastes, c'est ceux qui... les ostéoblastes, c'est ceux qui déposent de la matière minérale. C'est les cellules qui déposent de la matière minérale. Les ostéoclastes, c'est ceux qui prennent de la matière minérale. Et les ostéocytes, c'est les boss, c'est les patrons, c'est ceux qui disent aux ostéoblastes et aux ostéoclastes où est-ce qu'ils doivent bosser. Alors, quand vous vieillissez, c'est pas bien, mais les ostéoclastes sont toujours aussi efficaces et les ostéoblastes ne marchent plus du tout. Donc, le résultat, c'est ça. C'est que vous avez ici un monsieur de 97 ans, manifestement, il est en train de devenir creux. C'est pour ça qu'en vieillissant, vous vous tassez, vous courbez. Et que les vertèbres se tassent. Et ça marche beaucoup mieux, beaucoup plus mal avec les femmes plutôt qu'avec les hommes. On demande aux médecins, ils vous disent que c'est parce que c'est hormonal. Bien avancé avec ça. Mais bon. Mais je tenais quand même à dire que ça marche aussi pour les messieurs, mais plus tard. Alors, une chose qui est amusante, donc, c'est cette ingénierie de la matière minérale. Alors, à la différence du bois, où on adapte la structure, mais ce qu'on a déjà fait, c'est déjà fait, l'os, la matière minérale, c'est une chose qui est rare, donc il faut pouvoir la réutiliser. Et donc, la structure osseuse est une structure qui utilise au mieux une quantité minérale. Alors après, il faut se méfier de ce que j'appelle le syndrome de Bernardin de Saint-Pierre. Dans les merveilles de la nature, Bernardin de Saint-Pierre explique que Dieu a créé le melon pour qu'on puisse le manger en famille. Quand vous regardez un os, fondamentalement, c'est vrai que ça a une fonction structurale, mais ça a une autre fonction qui est une fonction d'être une réserve de calcium. Donc un spécialiste de l'os a eu ce mot merveilleux, il a dit l'os est certainement la solution, mais quel est le problème? Donc il faut se méfier quand on essaye de s'inspirer de la nature, d'oublier, il ne faut pas oublier que tous les objets de la nature sont des objets qui sont multifonctionnels. Ils n'ont pas simplement une fonction structurelle. Alors, la différence entre l'os et le bois, ce sont deux matériaux qui ont, entre autres, pour fonction de transférer des forces.
Si on regarde l'os, il résorbe et il redépose des matériaux, on a une adaptation au niveau du tissu. Si on regarde le bois, on dépose du nouveau matériau, et c'est tout ce qu'on sait faire, une adaptation au niveau du matériau. Alors, inspiration et pas imitation. Imaginons que je veuille m'inspirer du fait de l'équivalent de la cicatrisation de la peau. Alors ça, c'est des études qui sont assez récentes, hein, ça date de 2007, vous voyez, c'est une étude qui est faite sur un polymère où on essaye de guérir une fissure au fur et à mesure qu'elle se propage dans le polymère. Alors l'astuce est assez jolie, on met dedans des petites particules, des petites capsules qui contiennent un agent polymérisant. C'est-à-dire quand la fissure s'est propagée à l'intérieur, on a cassé les capsules qui relâchent l'agent polymérisant, qui recolle la fissure au fur et à mesure qu'elle passe. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui est profond derrière ça, c'est-à-dire l'échelle de temps à laquelle on fait le dommage doit être du même ordre de grandeur que l'échelle de temps à laquelle on fait la réparation. Et vous voyez à la fois pourquoi ça marche dans la nature, mais pas toujours. Ça marche dans la nature quand les évolutions de sollicitation ne sont pas trop rapides. Et on peut imaginer que ça marchera dans les solutions de l'ingénieur de la même manière si on est dans les mêmes échelles de temps. Alors, je vais vous donner un autre exemple, c'est d'essayer de fabriquer un matériau qui soit tenace, donc résistant à la propagation des fissures, mais je veux aussi qu'il soit résistant à l'usure. Alors quand on va faire un matériau qui est résistant à l'usure, généralement on déroule pour qu'il soit dur. Alors vous connaissez tous un exemple de ça, c'est la dent. La dent, c'est assez extraordinaire quand vous changez une dent, c'est capable de durer pendant grosso modo une cinquantaine d'années. Alors, la manière dont la dent fonctionne, vous avez une couche qui est très dure, qui est la couche d'émail. En dessous de la couche d'émail, vous avez une couche de dentine. Et puis en dessous, vous avez la viande. C'est là que ça fait mal. Alors, la couche d'émail est très dure, la couche de dentine est beaucoup plus molle. C'est la même matière. La seule chose qui s'est passée, c'est que la couche d'émail contient beaucoup plus de matière minérale, la couche de dentine beaucoup plus de matière organique. Vous dire pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Si vous regardez une fissure qui va passer dans la couche d'émail, eh bien, elle se met à patiner dans la choucroute quand elle arrive dans la couche de dentine. Donc, quand vous avez dur, mou, c'est la même chose. Si j'ai une fissure qui se propage dans un truc de mou, eh elle va dissiper de l'énergie, donc elle a du mal à se propager. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir un choc thermique sur vos dents, sans pouvoir avoir la dent qui éclate en deux morceaux. Alors, chose qui est amusante, c'est pour vous dire qu'on peut vraiment faire des expériences du style la main à la pâte, qu'on ait un microscope, c'est de prendre une dent de lait, alors avec les enfants dans l'école primaire, c'est pas difficile d'en trouver, puis une dent de sagesse, ça c'est plus dur. Si vous regardez la structure de la dent de lait et la structure de la dent de sagesse, eh bien la dent de lait a une couche d'émail qui est beaucoup plus mince, c'est normal, elle dure moins longtemps, donc elle a moins besoin de résister à l'usure. Elle est beaucoup moins dense, la couche en dessous est beaucoup moins dense, la couche de dentine, et c'est normal aussi, parce que comme la dent de lait doit pousser vite, il faut rapidement amener la matière minérale à l'endroit où on en a besoin, donc on a besoin d'une structure qui est extrêmement poreuse. Si vous regardez la dent de sagesse, c'est l'inverse, vous avez quelque chose qui est très dense, parce que finalement ça peut mettre le temps à pousser, la sagesse ça n'est pas tout de suite, et la couche d'émail qui protège, elle doit être suffisamment épaisse pour protéger pendant longtemps. Alors j'avais des étudiants qui j'avais donné ce problème-là, qui ont payé de leur personne, il y en a qui se fait arracher le dent de sagesse, il avait fourni la dent. Et ça, vous le voyez très bien. Alors maintenant, ça c'est l'observation. Si vous regardez, et si je faisais ça en ingénieur? Alors si je veux faire un roulement à billes en acier au carbone, très dur, je sais que ce truc-là, ça va mal supporter la fatigue, ça va se fissurer. Mais une manière de faire ça, c'est de dire, bien, je prends mon acier qui contient beaucoup de carbone, je le mets dans un gaz d'argon hydrogéné. Donc l'hydrogène va pomper le carbone, donc je vais avoir une couche au-dessus qui va devenir molle parce qu'elle a moins de carbone, et je vais recarburer le truc pour faire au-dessus une couche qui va être dure parce qu'elle a plus de carbone. Donc comme ça, vous pouvez faire un roulement à billes qui est couche dure, molle, dure, qui va être à la fois un roulement à billes pour résister à des charges qui sont importantes parce que le cœur est très dur, et qui va résister à la propagation des fissures parce que vous avez cette couche molle qui est capable d'absorber l'énergie de propagation des fissures. Donc voilà un cas. On se dit, on n'essaie pas de faire une dent, on essaie de s'inspirer de ce que nous dit la dent pour développer une structure d'ingénieur. Imaginons que je veux quelque chose qui soit flexible, dur et tolérant au dommage. Alors, un animal qui réussit très bien à faire ça, c'est la tortue. Alors, je vais vous faire un éloge de la tortue, c'est... bon, je vais arrêter. Je peux continuer à parler de mes histoires. La tortue, les grosses tortues, elles ont une carapace qui les protège, c'est la fonction de la carapace, sinon elles seraient toutes
remplie en soupe de tortue. Donc elles ont une grosse carapace qui les protège, mais ces malheureuses tortues elles sont sur le ventre, il faut bien qu'elles respirent. La manière de respirer, c'est d'augmenter le volume pulmonaire. Et évidemment, elles ont du mal à augmenter le volume pulmonaire, c'est une énorme carapace dessus. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la carapace de tortue, elle est très fragmentée. C'est-à-dire que vous avez des espèces d'hexagones, et ces espèces d'hexagones de la carapace de tortue, ils sont matriqués les uns par rapport aux autres. Donc vous avez une structure où la carapace de tortue est formée d'hexagones qui font ça, et donc vous avez une structure qui est flexible. Donc la tortue peut résister, peut respirer. C'est quand même pas mal pour une tortue. Maintenant, s'il y a une brune qui arrive dans le coin et qui tape sur la carapace de tortue, la tortue elle fait un truc particulièrement astucieux. Regardez quand même le regard indéhisant de la tortue. Là. Ça fait un truc très astucieux à la tortue, c'est-à-dire entre les doigts qu'il y a entre les différentes parties de la carapace, et bien là, elle a développé un polymère. Et ce polymère a la caractéristique que quand on le déforme doucement, il est souple, et quand on le déforme vite, il devient rigide. Donc la tortue qui veut respirer, il va doucement, elle a le truc qui est très flexible, et puis quand il y a une brute qui arrive, pop, d'un seul coup, elle se retrouve avec une carapace qui protège beaucoup. Donc ça, c'est l'astuce de la tortue. C'est dire, on va quand même essayer d'être aussi intelligent que la tortue, et on a développé des matériaux qu'on appelle des matériaux autobloquants. Alors les matériaux autobloquants, ça consiste à avoir, en prenant un matériau qui est intrinsèquement fragile, de se dire, je vais faire la stratégie de gribouille, je vais le casser pour éviter qu'il casse. Donc je vais faire une structure qui consiste à transformer en osselet. Alors c'est exactement la même chose que les pavés que vous avez sur les allées de garage. À part que les pavés, ils ne peuvent pas glisser comme ça. Mais là, on a fait une structure qui était aussi autobloquante dans l'autre direction. C'est-à-dire on les empêche de glisser comme ça et on les empêche de glisser comme ça. Puis entre les pavés, on peut mettre du caoutchouc, qui fait l'astuce de la carapace. Bien. Je vais terminer en vous disant, c'est pas tout. Il y a aussi des choses qui bougent. Là, pour l'instant, je vous ai parlé de choses statiques, je vais vous parler d'actuateurs maintenant. Et je vais vous parler d'un truc que je trouve assez admirable. Alors, vous connaissez tous la pomme de pin. La pomme de pin, moi, quand j'étais tout petit, le gros avantage du biolumimétisme, c'est que vous pouvez poser des questions d'enfant. Quand j'étais tout petit, je me demandais pourquoi la pomme de pin s'ouvre, elle se ferme quand il va pleuvoir. D'abord, je demande ça à mes parents, ils me disent c'est à cause de l'humidité de l'air. Certes. Ça change l'humidité de l'air quand il va pleuvoir, ça n'avait pas beaucoup avancé. J'ai compris que très récemment, comment la pomme de pin s'ouvrait et se fermait en fonction de l'humidité de l'air. C'est tout simple. C'est que la pomme de pin, chaque écaille de la pomme de pin est formée d'une bilame. Exactement comme une bilame, vous avez deux coefficients de dilatation différents. Et quand vous faites une bilame, je ne sais pas, pour faire cuivre, le truc, quand vous changez la température, comme le fer et le cuivre ne se dilatent pas pareil, vous allez courber la nappe. Et bien là, ce qui se passe, ce n'est pas la température, c'est l'humidité. Vous avez deux bois de densité différentes qui absorbent l'humidité également, évidemment, mais l'un est très rigide, donc ne se dilate pas beaucoup, l'autre se dilate beaucoup. Et c'est pour ça qu'en fonction du degré d'humidité de l'air, vous avez une lame qui s'ouvre et qui se ferme. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc qui est une manière d'utiliser le même principe pour des graines de blé dans des pays, pour des graines de blé dans des pays très secs. Alors c'est une graine de blé qui tombe, quand elle tombe par terre, évidemment il n'y a pas beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Cette graine de blé, elle a deux grands poils, comme ça. Et ces deux grands poils, en fonction de l'humidité de l'air, ces deux grands poils vont avoir le même principe, quand même, les autres qui se dilatent beaucoup, les autres qui ne se dilatent pas. Les deux grands poils, ils vont s'ouvrir et se fermer. Vous avez un truc qui bat des ailes, comme ça. Alors entre le jour et la nuit, c'est-à-dire que vous allez avoir des températures différentes, des humidités différentes, bien vous allez avoir ces trucs qui se ferment, qui s'ouvrent, qui se ferment. On va dire, ça lui fait une belle jambe, la graine de blé, que ça s'ouvre, que ça se ferme, à part que la grosse astuce, c'est que si vous regardez la structure de ce machin-là, bien vous avez des tas de petits tétons de silice, quelque part par là, qui sont des espèces de crochets. Et ce qui fait que, quand c'est en train de s'ouvrir et de se fermer, ces crochets, c'est des cliquets anti-retour. C'est-à-dire que la graine va s'enfoncer dans la terre parce que vous avez cet actuateur qui ouvre et qui ferme et ces petits cliquets qui empêchent de remonter. Et donc on va voir progressivement une graine qui s'enfonce dans le sol. Donc ça c'est tout un domaine qui est en pleine extension en ce moment, ce qu'on appelle les actuateurs passifs. C'est que vous essayez d'avoir des structures qui n'utilisent aucune autre énergie que l'évolution de l'environnement. Alors là, par exemple, on est en train de concevoir des structures qui pourraient avoir à peu près n'importe quelle forme,
en distribuant de manière astucieuse quelque chose qui se dilate et quelque chose qui ne se dilate pas. Alors là, pourquoi pas le faire avec de l'invar et du nickel, par exemple. Essayer de distribuer la matière de façon à ce qu'on puisse, qu'un petit truc zigzagant comme ça puisse prendre n'importe quelle forme en fonction de la température. On est en train d'essayer de développer ce genre de physique. Bien, ça m'amène à mes conclusions. On peut avoir de bonnes idées en observant la nature, à condition de regarder de l'inspiration et non pas de l'imitation. C'est la première chose. Que les problèmes qui vont se poser sont des problèmes de procédé d'élaboration. C'est là que le bas blesse. Il va falloir trouver des manières astucieuses de faire des procédés pour réaliser des structures qui s'inspirent des structures naturelles. On arrive encore, maintenant on en est dans une situation où on arrive à comprendre le fonctionnement des structures naturelles, on n'arrive pas encore très bien à comprendre les procédés d'élaboration des structures naturelles. La tolérance au dommage, c'est une des caractéristiques des matériaux naturels, ils sont extrêmement tolérants au dommage. C'est une solution de la nature. La deuxième solution, et ça on peut imaginer que l'ingénieur sait faire, la deuxième solution consistant à faire des matériaux auto-guérissants, elle en est uniquement à ses balbutiements. C'est un domaine qui est en train de se développer. Et puis enfin, le dernier exemple que je viens de vous montrer, c'est qu'on peut penser non seulement matériaux, mais aussi on peut penser à des dispositifs, et voir des dispositifs de capteurs et d'actuateurs qui s'inspireraient de structures naturelles. Alors, ça m'amène à revenir du côté de l'ingénieur. Ce que je vous ai montré ici, fondamentalement, on avait des structures qui avaient toute une hiérarchie de microstructures. Alors, si vous regardez le travail de l'ingénieur, le métallurgiste, ou l'ingénieur des matériaux, il a beaucoup travaillé sur améliorer les microstructures des matériaux. Le mécanicien a beaucoup travaillé sur améliorer les macrostructures, faire des rémisseurs d'ailes d'avion, faire des câbles, faire des choses comme ça. Il y a tout un espèce de no man's land ici, qui est une structure où on distribue la matière sur des échelles qui sont comparables aux composants dans lesquels on va mettre cette matière-là. Ça, c'est le domaine qu'on appelle le domaine des matériaux architecturés. Et ce domaine des matériaux architecturés, c'est un domaine qui est en pleine expansion parce que ça permet, en associant des matières différentes et des géométries, de se dire, j'ouvre la gamme des possibilités des matériaux. Si j'ai beaucoup plus de possibilités, ça veut dire que je peux commencer à réfléchir à faire des matériaux sur mesure. C'est-à-dire d'être dans une situation où la grande évolution qu'on voit dans l'histoire d'utilisation des matériaux, on a commencé par ramasser du silex par terre, parce qu'il était là, donc c'était l'ère des matériaux disponibles. Après, on s'est dit, j'ai des familles de matériaux, je vais essayer de les optimiser. On est arrivé dans les années 80 à une situation où il y avait tellement de matériaux, et tellement en compétition, que la question qui s'est posée, c'est de les choisir entre les différents matériaux optimisés. Et je pense qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle période où en fait on va essayer de concevoir les matériaux à partir des cahiers des charges. Ce qu'il y a de sous-jacent derrière ça, c'est que vous êtes en train de demander aux matériaux de faire de plus en plus de choses, d'être de plus en plus multifonctionnels. Et comme vous avez ouvert la boîte de Pandore, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus vous allez essayer de calculer le matériau avant de le fabriquer pour savoir si ça vaut la peine de le fabriquer. Donc là j'ai à grand trait brossé un portrait d'une évolution d'une discipline. Un des aspects de l'évolution de cette discipline, c'est justement de regarder est-ce qu'on peut trouver une inspiration dans la nature. Et voilà.